Chemise écœurante, cerne visible, le mot dopage sur la miniature, vous êtes bel et bien sur Service Volé et c'est l'heure du grand bilan de la saison 2024, ça commence à être un petit classique d'ailleurs sur la chaîne, c'est la 3e édition déjà de cet état du tennis version 2024 cette fois-ci. Alors on va se poser, on va se faire une petite vidéo qualitative, je vais rien occulter, alors ce que j'ai aimé, ce que j'ai détesté, Novak Djokovic, saison particulière, paradoxale, l'affaire Sinner, Alcaraz, ce que j'ai pensé globalement de cette saison, le niveau aussi du top 10, est-ce que il est surcotax, sous-cotax, on va en discuter, on va envoyer du lourd du coup sur cette vidéo, il y aura également un peu un mini bilan de la chaîne. Avant ça, pour continuer à progresser, Service Volé a besoin de vous, de votre petit pouce habituel, ça c'est on va dire un acquis, mais surtout vos abonnements, c'est vraiment super important, c'est impératif pour continuer l'ascension, pour aller chercher les 50 et les 100 000 abonnés un jour, et aussi être plus attractif pour des partenaires éventuels, mais surtout des invités prestigieux. Et ça d'ailleurs, ça pourrait être l'une de mes quêtes pour 2025, c'est essayer d'avoir des anciens joueurs, des anciens grands champions, donc vraiment à ce niveau-là, j'ai besoin de vous. J'ai également besoin du petit sponsor de cette vidéo. L'intro, elle est catastrophique. Là, je l'ai faite en une take, c'est pas sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par les gouttes de Holly. Noël approche dans quelques semaines et pour rester au top, il faut penser à bien s'hydrater. Et ça tombe bien, Holly te propose 3 gammes ultra complémentaires, Ice Tea pour le pur chill, énergie pour l'effet du café sans café et hydratation pour les sportifs. Avec Holly, tu es sûr de trouver ton bonheur. En ce moment, je me fais un petit sachet de la gamme Energy pour me donner un petit coup de boost en ces temps difficiles sans délaisser forcément la gamme hydratation qui est mon petit péché mignon. La grande originalité d'Holly, c'est qu'ils utilisent une caféine cristallisée qui évite le crash post-caféine et je kiffe leur système de sachet. Avec ça, moins d'emballage, donc c'est super écologique et t'es ultra flexible quand tu es en déplacement. Pas de sucre ni de taurine dans leur recette, des antioxydants et le plein de vitamines dans leur gamme Ice Tea. C'est un produit qui réunit le goût et une composition très saine. Si tu veux te faire plaisir avec Holly, il y a plusieurs options. Soit aller direct sur la gamme qui te convient, soit partir sur leur pack découverte qui te garantit un shaker et une myriade de goûts différents, comme Thai Lime Toucan qui a un sacré goût de reviens-y. Dans la descro et dans le commentaire épinglé ci-dessous, je t'ai mis 2 codes promo. Le premier c'est SV qui te permet d'avoir 10% de réduction sur toutes les commandes que tu feras sur Holly, et si tu n'as jamais commandé chez eux, SV5 qui t'offre immédiatement 5 € de réduction. Pour continuer à bien t'hydrater cet hiver, c'est important, n'hésite pas à aller checker leurs produits, ils sont délicieux. Retour à notre vidéo et on va commencer par le premier point de ce bilan 2024 et ça va être ce que j'ai aimé de cette saison et ma note. J'attends également votre note sur 10 dans les commentaires. Avant ça, donc je déroule mon bleu K si vous me permettez. Alors le match frisson, le match que j'ai préféré cette saison, c'est la finale des Jeux Olympiques. J'ai adoré cette rencontre du début à la fin, le poids historique, le prestige, Novak Djokovic concentré dans son tunnel de vision, extraordinaire performance, pleine de cœur, pleine de rage, pleine de courage. C'était son last shot, sa dernière opportunité de pouvoir enfin remporter l'or, il m'a bluffé. Ça a été le grand frisson et pour avoir une grande finale comme ça, il faut aussi avoir un compétiteur en face qui soit de grande qualité et je trouve qu'Alcaraz il a relevé également le niveau de cette finale. Le premier set de cette finale des Jeux Olympiques, c'est le plus beau et plus grand set de la saison. Donc ça a vraiment été un match spécial, très particulier. Moi il m'a retourné le beat ce match. C'est devenu assez rare pour moi d'arriver sur une rencontre et d'avoir, vous savez, une espèce de petit mal au ventre, de se sentir anxieux, excité, un peu comme un premier rencard quand tu as 11 ans ou 12 ans. Bah là, c'était un peu le même frisson de l'inconnu, de la découverte entre guillemets. Il y a vraiment quelque chose qui m'a capté sur ce match, donc magnifique. Une autre chose que j'ai aimé sur cette saison, c'est les Masters 1000 sur une semaine. Monte Carlo et Bercy, c'est le meilleur format de l'ATP de très loin. Ça m'a régalé. Du coup, j'ai aussi aimé les ATP 500. Je trouve que c'est désormais le format qui a du sens pour l'ATP avec la dérive des Masters 1000 sur 12 jours qui, à mon avis, est terrible pour l'intérêt du tennis. On va peut-être en reparler d'ailleurs dans cette vidéo. J'ai beaucoup aimé également la finale de Roland Garros. Par son scénario, par son script, les éclats intermittents d'Alcaraz globalement sur cette saison, je précise intermittent, je pense que c'est le bon terme pour Carlitos. On peut avoir un peu la dent dure d'ailleurs sur Carlitos, je trouve, mais voilà, ces éclats ont illuminé, éclaboussé la saison. Un autre match à Roland Garros d'ailleurs qui m'a beaucoup plu, c'est le Swiatek Osaka que j'ai trouvé incroyable, phénoménal. C'était un deuxième tour, Swiatek qui sauve une balle de match.
Et vraiment la sensation de voir deux championnes s'affronter. C'est un match d'une qualité inouïe, suspense génial. Osaka qui a fait un match latitude dans sa férocité, dans sa croyance. Elle était géniale, je trouve, Osaka sur ce match. Et c'est pour ça que je regarde à titre personnel du tennis. C'est pour voir ce type de match. Et un peu étonnant hein, de voir une rencontre comme ça et qui reste dans les mémoires simplement sur un deuxième tour. Et voilà, c'est le match féminin que j'ai préféré cette saison et de très loin. Il y a également dans les choses qui m'ont plu la nouvelle génération, la Fœtus Gen que je peux appeler, avec Mensik, avec Fonseca, et un petit coup de cœur également pour Lerner Tien, qui nous a fait un quart de finale à Winston-Salem, qui a fait une grosse saison en futur, en Challenger, et qui progresse bien. Je l'attends à l'intérieur du top 100 sur la saison 2025. Et sa victoire 0 et 1 contre Bernard Tomic à Fairfield restera bien sûr comme un grand moment de cette saison 2024. J'ai également aimé ce revers à une main qui se bat, qui se débat dans la difficulté. C'est pas facile hein, pour les revers à une main de rester pertinent, et notamment sur les derniers tours des grands chelems. Donc j'ai aimé Dimitrov, la belle résurgence de notre Grigou préféré. J'ai un peu moins aimé le déclin de Tsitsipas, mais un déclin qu'on avait déjà vu depuis quelques mois, une paire d'années déjà, même s'il avait réussi, Stefanos, à camoufler ça avec une finale à l'Australian, avec toujours des bons parcours, des points grappillés lors de la saison sur terre battue. Mais voilà, Tsitsipas qui est sorti de notre top 10, et du coup ma note pour cette saison, elle va peut-être paraître sévère à certains d'entre vous, parce que là j'ai égrené les qualités de cette saison 2024, mais elle est de 3 sur 10, et je veux bien votre note dans les commentaires. On enchaîne avec la deuxième partie de cette vidéo qui est Service Volé, l'année de la confirmation. On va parler de la chaîne, un peu plus précisément de mon ressenti, de ce qui s'est passé à l'intérieur de Service Volé sur cette saison. Alors d'abord, ça a été une année forte, capitale, où j'ai, je trouve, beaucoup appris sur moi-même. C'est aussi, on va dire, l'un des atouts de faire un travail qui est public, où tu montres ton travail aux gens, qui est soumis au jugement, à l'approbation et à la critique des autres, des gens, des milliers de personnes. Il y a quelque chose je trouve, de révélateur là-dedans et qui te permet d'apprendre sur toi. La saison 2024, vous le savez, elle a été commencée par un problème de santé qui a duré jusqu'au mois de mai. Hein. Ça a été quand même assez long de solutionner ça m'a pris beaucoup de temps. Et je suis fier d'avoir réussi à passer cette étape-là, cette difficulté-là. Certains diront, si c'est pas difficile, ça vaut pas la peine d'être vécu. Bon, j'aurais bien aimé quand même éviter ce parcours compliqué, mais voilà, j'ai réussi à passer cette étape. La chaîne Service Volé, là, actuellement, c'est une très grosse audience hein, pour du tennis. Désormais, beaucoup de personnes du milieu vous diront que faire plus de 10 000, faire plus de 12 000 vues sur une vidéo, et notamment sur YouTube, bah, c'est déjà énorme, c'est colossal. Et là, sur la moyenne de la saison, on est très très largement au-dessus de ça. Donc bah, je voulais vous remercier, même si je bosse ardemment et au quotidien pour obtenir ce type de résultat. Bah, c'est aussi vous qui donnez du sens et du crédit à la chaîne. En même temps, cette année, je ressens comme une forme de lâcher prise supplémentaire qui a été un peu obligatoire à cause de ce qui s'est passé en début d'année. Mais c'est vrai que j'ai eu une autre façon d'aborder ce projet-là sur cette année 2024. Et même si je diffuse certaines parties de ma personnalité dans la chaîne, je pense que c'est important d'avoir une chaîne spontanée, un peu chambreuse, c'est ma nature, provocatrice, c'est un peu ma nature aussi. Même si bon, je suis plutôt un mec réservé en temps normal. Si vous me croisez, si on parle pendant 1 heure ensemble, vous allez voir que je suis pas un gars méga expansif non plus. Mais la chaîne, je veux plus que ce soit toute ma vie, parce que ça l'a été pendant de 2019 à 2023, et ça pour moi c'est terminé, c'est vraiment une histoire ancienne, et ça a été un long chemin pour accepter ça, hein. Ça a été compliqué d'accepter le fait que il faut lâcher un peu prise, voilà, il faut se déconnecter un peu de tout ça, parce que quand tu bosses pas, tu te dis j'aurais pu faire ça, et ça m'est arrivé de terminer des gros tournois et de pas être complètement rincé comme j'avais l'habitude de l'être en 2021 et en 2022, et il y a un sentiment de culpabilité. Et je sais pas, peut-être que vous ressentez ça aussi de votre côté, parfois sur certains travaux que vous faites ou dans votre vie, où vous avez l'impression que vous n'avez pas assez donné. Voilà, j'ai dû vivre avec ce sentiment de culpabilité, c'est très bizarre, très particulier, parce que tu veux te préserver, mais tu as la petite voix dans ta tête là qui te dit tu aurais peut-être pu enchaîner un peu plus. Donc voilà, ça a été un défi pour moi là cette saison. Le rapport
que j'ai avec certains d'entre vous, il est fort, il est intime, mais il faut pas oublier qu'on est dans une relation parasociale, on va pas oublier ça, hein, donc je suis derrière une caméra, on peut avoir l'impression de se connaître, mais ça reste quand même une relation qui est unilatérale. Il y a quelque chose de très paradoxal dans le monde dans lequel on vit, et avec les chaînes YouTube, avec Insta, avec les réseaux sociaux. Faut pas oublier ça. Le succès, entre guillemets, entre gros guillemets, de la chaîne fait aussi qu'il y a une polarisation encore plus prononcée dans les commentaires, sur les réseaux sociaux également. J'ai remarqué que je suis un peu plus devenu une cible, mais en même temps, les commentaires élogieux, ils sont aussi très élogieux. Donc je pense que je l'avais déjà dit ça l'année dernière, mais ça s'est encore renforcé cette année. Il y a vraiment une polarisation sur les avis qui s'opèrent. Et donc de mon côté, maintenant je le sais, hein, mais les grosses critiques haineuses, faut pas trop s'attarder, faut pas trop se faire de mouron par rapport à ça. Les genre t'es le meilleur de l'histoire de l'humanité, ça c'est pareil, il faut pas trop le prendre à titre personnel. Donc il y a une espèce de, ouais pareil, de lâcher prise, je pense, par rapport à certains commentaires. Alors je considère hein, toujours les critiques pertinentes quand on sent en fait qu'il n'y a pas de volonté de faire mal. Mais je constate également que la dérive actuelle, c'est de vouloir être méchant pour faire réagir. Et ça, je l'ai déjà dit aussi. Il y a une forme de, entre guillemets, putaclic sur certains commentaires, et pas que sur ma chaîne, hein, je le constate partout, avec toujours cette volonté de faire encore plus réagir, de plus se radicaliser. Je trouve cette évolution un petit peu dommageable, mais bon, voilà, c'est pas moi tout seul avec ma chaîne de 40 000 abonnés qui va changer le monde non plus. Un autre défi d'importance cette année, ça a été la diversification, parce que quand tu dois être pertinent sur ta chaîne, en plateau toutes les semaines, également avec ma chronique Eurosport, bah à un moment donné, tu vas pas non plus te répéter, donc comment est-ce que tu restes pertinent sur tout? Est-ce que tu gardes un peu des billes pour un certain format? Comment est-ce que tu t'exprimes sur un format de 3 minutes avec Eurosport? En plateau, ça dure 1h30. Sur ma chaîne YouTube, c'est un peu plus flexible, mais on est aux alentours pardon, des 15-20 minutes. Donc voilà, ça aussi c'est un apprentissage, surtout que c'est un apprentissage qui est fait tout seul, sans filtre, sans école de journalisme derrière moi. Donc j'apprends sur le tas toujours, et ça je pense que c'est aussi un mot qui me guide, c'est continuer à apprendre, continuer à progresser. D'ailleurs si vous avez des remarques ou des envies pour 2025, n'hésitez pas. Ça c'est pareil, je vais les lire attentivement dans les commentaires. Je vous écoute à ce niveau-là, j'écoute et je lis les commentaires, et surtout les critiques constructives, les trucs sympas aussi, hein. N'hésitez pas à être sympa aussi. Ok, retour au tennis désormais, et le troisième point de cette vidéo que j'ai nommé ATP is the new WTA. La saison 2024, ça a été une année de rupture pour le tennis, au-delà de la petite mort du Big Three, et je constate, un peu amèrement, que le circuit ATP se WTAise. On a donc une collection de cogneurs sans âme, interchangeables, et ça c'est un mal qui a frappé le circuit WTA à partir, je dirais, des années 2000, mi-temps des années 2000, avec la sérénaisation du tennis féminin. Donc en gros, il y a un modèle, elle est très puissante, elle frappe fort, on va essayer d'émuler ça, sans vraiment récupérer la substance de Serena, qui est sa personnalité, qui est son charisme, qui est son histoire personnelle, mais on réplique un certain modèle, et dans le tennis féminin, on a eu ce modèle, on va dire, de l'Europe de l'Est, avec des joueuses stéréotypées, qui frappent fort, et le circuit ATP est en train, je trouve, de ressembler à ça, avec ce qu'on pourrait résumer comme une Djokovisation du circuit ATP. En fait, Roger Federer, c'était l'arbre qui cachait la forêt pendant très très longtemps, l'arbre créatif, parce que cette évolution, en vrai, elle existe déjà depuis 5, 10, 12, certains pourront dire 15 ans, et ce que je déplore, c'est que c'est tout un système qui a été créé pour ça. L'uniformisation des surfaces, la glorification absolue des rallyes, l'accent mis sur le physique, sur l'endurance, sur la récupération. On est vraiment sur un sport qui est essentiellement physique et de récupération désormais. Le matériel qui est ultra permissif. Quand je vois par exemple Yannick Sinner frapper de toutes ses forces, et t'entends au niveau du son, ça te trompe pas, hein, il peut centrer certaines balles, mais il décentre un nombre incalculable de balles et ça reste dans le courant. Franchement, quand tu compares avec les années 70 et même 80, avec les tout petits tamis, ou la raquette de Sampras, le début de la carrière de Roger aussi, si tu centrais pas, la balle, tu faisais une faute directe, c'était obligatoire. Donc on a un matériel qui est trop permissif à mon sens, et donc cette évolution vers le tout physique global au détriment des profils créatifs, bah, je trouve qu'elle se ressent sur l'intérêt du tennis, sur la saison 2024.
Alors là, j'ai bien conscience aussi qu'il peut y avoir un biais, c'est-à-dire si vous êtes tout frais, tout pimpant, que vous découvrez le tennis depuis 5, 6, 7 ans, vous n'avez peut-être pas cette vision panoramique de la situation, mais je trouve qu'on est responsable de ça aussi. On est responsable de ça parce que les dirigeants, ils sont pas bêtes, ils voient ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, et qu'est-ce qui marche le plus? Ce sont les rallyes, ce sont les gros points, et eux, en fait, ils veulent reproduire un modèle qui marche. Ils veulent leurs highlights avec les rallyes de 40 frappes, et donc on se retrouve un peu piégé dans ça, et on est dans un biais de confirmation. Comme tous les réseaux sociaux, tous les algorithmes, on n'échappe pas à ça en 2024 ou en 2025, c'est absolument impossible. J'ai remarqué également que l'erreur, alors attention, l'erreur, c'est devenu insupportable dans notre époque. On ne supporte plus les erreurs, elles sont condamnables, elles sont détestées dans l'arbitrage, avec la VAR à outrance, dans le jeu, alors que c'est l'erreur, ou c'est le potentiel de l'erreur qui génère le frisson, qui génère l'intérêt, qui génère l'émotion. C'est le risqué, c'est la surprise qui génère un truc quand on regarde du sport. C'est parce que le gars tente un truc qui sort du cadre, qui fait que waouh, tu restes scotché sur ton siège, tu te dis comment est-ce qu'il a pensé à ça, comment est-ce qu'il a réussi à exécuter ça. Le sport, et surtout le sport élite, est un peu tué par la data, par cette optimisation permanente. On reste toujours dans un cadre, on sait ce qu'il faut faire, on sait qu'il faut viser le revers là sur le retour, sur la deuxième balle, on sait qu'il faut faire plutôt un kick, etc. etc. Où est la créativité? Où est l'instinct? J'écoutais d'ailleurs Federer parler de l'utilisation de la data, et lui il a repoussé ça pendant très longtemps, et on est d'accord, ça se ressentait dans son jeu, avec les limites également que ça pouvait créer dans son tennis. On a vu qu'il s'est fait dépasser par les joueurs spécialistes de la data, et notamment Novak Djokovic qui travaillait avec Craig O'Shaughnessy pendant quelques années, au milieu des années 2010. Je trouve également que l'époque est hyper dure sur les réseaux sociaux, avec des jugements hâtifs, des critiques, des harcèlements aussi, de la part de personnes qui ont que ça à faire. Tu te demandes, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une vie de famille? Est-ce que vous avez des potes? Est-ce que vous avez une activité? Certains, en fait, on a l'impression qu'ils existent que par ça, quoi. Que par essayer de dénicher un petit truc, de faire du mal, presque comme s'ils voulaient se venger d'avoir une vie de merde. Moi, c'est ce que je ressens. Et du coup, les joueurs, ils sont tentés de... tranquille, hein, on va se lisser, on va dire juste le truc pile poil dans le cadre, comme il faut, parce qu'on n'a pas envie d'attirer ce type de personnage, d'avoir de la haine, de devoir gérer ça. Et c'est absolument normal, c'est compréhensible, hein, je pense, de la part des joueurs et des joueuses de fonctionner comme ça. Mais du coup, on a très peu de personnalités qui sortent du cadre, qui sont fantasques et qui s'assument. On a Kyrgios, on a Medvedev, on a Djokovic, mais c'est devenu assez rare, ces personnalités. On peut détester, certes, ok, mais qui assument leur unicité. Et le sport, je trouve, est à l'image de la société. Mais ça, c'est pareil, c'est aussi un petit peu à cause de nous. C'est parce qu'on bride les comportements, entre guillemets, excessifs ou qui sortent du cadre. Ce que je trouve ironique, c'est que ces personnes-là, les juges sur les réseaux, qui font un peu, on va dire, voilà, tu dois agir comme ça. Ça va être les premiers à te dire, ouais, vive l'anti-establishment, allez, on dit les choses, on est spontané, mais tout ce que vous le faites à l'envers de ça, à l'envers. On enchaîne. Quatrième point dans cette vidéo, le tennis en déclin et mutation. Alors, je vais pas vous apprendre quelque chose là sur les prochaines secondes de cette vidéo, mais on est dans l'ère du rallye agressif. Du coup, dans l'ère de Yannick Sinner, le roi de cette époque. C'est Yannick Sinner, en tout cas maintenant, ça peut évoluer, mais je pense que la méta est vraiment sur les rallyes agressifs en demi-volée. Les balles aussi qui favorisent ça, avec des balles qui traversent l'air très vite sur les 2-3 premiers mètres et qui ont tendance à s'affaisser, à ne plus percuter après ça, et qui vont ralentir et qui se dégradent aussi assez vite dans les parties. Et donc on force les joueurs à frapper fort et à frapper inlassablement. Donc le style de jeu est quasiment forcé, et c'est pour ça aussi qu'on n'a plus trop de variété de style, parce que si tu arrives en mode serveur volleyeur ou en mode petit joueur fin à la main, paf, des slices, tu vas te faire défoncer la gueule, vraiment, tu vas te faire exploser. Le déclin de Tsitsipas, je trouve, est pas étranger à ça, même en fait j'en suis sûr à 100%, parce qu'on voit, il a des problèmes d'épaule, problème de coude, c'est difficile pour lui d'imprimer de la puissance avec son revers à une main. Medvedev pareil, qui est un joueur de redirection essentiellement, et il a dit, hein, je me sens pénalisé depuis 1 an, 2 ans par rapport aux balles, et ça va se diffuser sur sa confiance, ça va se diffuser sur le reste de son jeu. Les joueurs favorisés, pour moi c'est très clair, Alcaraz, Sinner. On a vu également que Djokovic, quand il revient de l'intersaison fin 2022, début 2023, pof, il a pris 3 kilos, il a un avant-bras droit, on dirait Rod Laver.
Lui, c'était plutôt le bras gauche, mais voilà, il s'est transformé physiquement pour assumer un style beaucoup plus l'Arabie Saoudite. Godedi qui a repoussé l'arrivée de l'Arabie Saoudite pour 2028, voilà, c'est à peu près le planning, donc dans 3 ans. Mais ça, de toute façon, c'est inévitable, et ça risque de recomposer l'écosystème tennis pour le meilleur ou pour le pire. Difficile de l'anticiper pour l'instant. Moi, vous le savez, je reste partisan d'un sport international qui se développe partout, sur tous les territoires, mais il ne faut pas oublier la vision de l'Arabie Saoudite et ce qui est, entre guillemets, caché, pas si caché derrière tout ça. Le format du Masters 1000, on balaye vraiment, je fais un petit zapping hein, là, mais le format du Masters 1000 sur 12 jours, c'est horrible, c'est horrible. On a là maintenant la vision concrète que ce truc est nul, nullissime, OG nullissime, c'est immonde. C'est horrible pour les top players, c'est horrible pour tout le monde, pour les spectateurs, j'en parle pas, quel calvaire de commencer un Masters 1000 le mercredi ou le jeudi et de le terminer 12 jours après. Les premiers jours, t'as l'impression que c'est des extensions des qualifs, il se passe rien, mais tu te dis, il faut quand même regarder. Enfin, quel enfer. Le diptyque Madrid-Rome, immonde, un immondice. Parce que tout le monde s'est préservé pour Roland-Garros, Wimbledon, les Jeux Olympiques, l'US Open. Montréal-Cincinnati, pareil, ça a été éclipsé, parce que c'était juste après les Jeux Olympiques, surtout Montréal. Donc, voilà, t'as aussi à un moment donné... c'est cool les Masters 1000, mais ça devient en fait des tournois préparatoires pour une partie du top 10, ou alors une magnifique occasion pour un top 50 ou un top 60 de gagner 25-30 places en faisant une demi-finale, en allant assez loin. Donc du coup, pour les fans de tennis, ce sont les ATP 500 qui sont devenus des valeurs refuges, des tournois refuges, parce que on est sur des plateaux compacts, on se fait plaisir du début à la fin, c'est dense, ça va vite, il n'y a pas de temps mort, et on se régale. Donc le niveau de jeu et la variété de jeux à cette saison, et ça c'est mon observation personnelle, vous me dites si vous la partagez, je trouve que on est en déclin. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de variété, il n'y a plus d'opposition de style comme on pouvait avoir dans les années 80, 90, les serveurs volleyeurs, les limeurs, voilà, c'est ça qui faisait la beauté, le charme du tennis. Mais on en a déjà parlé, on a expliqué les raisons. Ça c'est le résultat d'une politique très claire de ces 20 dernières années. Chose promise, chose due, dernier point de cette vidéo, dopage et questions. Alors, ça fait 2 ans que je crie au loup, que je m'insurge un petit peu sur certaines perfs, que je m'interroge à minima sur ce que je vois. L'année 2024, elle a été marquée par l'affaire du double test positif de Yannick Sinner, notre numéro 1 mondial, et que ce soit un accident ou pas un accident, c'est pas important, c'est pas intéressant ça. Le truc c'est que pour l'image du tennis, c'est catastrophique. Ça fait du mal à notre sport tout simplement parce que ça va alimenter des fantasmes, des exagérations, aussi du doute, parce que comment est-ce qu'une affaire comme ça reste silencieuse pendant 5 mois? Manifestement, ça a été fait selon les règles. Ça, je le conteste pas, mais on peut comprendre aussi que les gens s'interrogent et se disent ok, si vous arrivez à nous cacher ça pendant 5 mois, qu'est-ce qui se passe d'autre dans les coulisses? Voilà, ce sont des questionnements qui sont logiques. Je pars pas dans un délire, pour moi c'est juste de se questionner à ce niveau-là. Donc plus largement, si on fait un dézoom sur cette situation, je trouve qu'on pousse les joueurs à la limite et on crée des divisions de plus en plus béantes au sein de l'élite. Donc en fait, on a une catégorie premium qui peuvent se payer les meilleurs soins, la meilleure récupération, parce qu'ils ont des centaines de milliers d'euros à dépenser là-dedans, les meilleures opérations, et on a les autres, on a les pouilleux, les Lucas Pouilleux, qui n'ont aucune chance de rivaliser sur le long terme avec cette élite-là. Donc on a une dichotomie de plus en plus évidente dans le tennis. On a aussi, peut-être, on peut se poser la question, ceux qui peuvent payer pour les meilleurs microdosage sous les seuils de détection? Je pose la question. On a parlé de l'adéral l'année dernière qui aide à la concentration. Je trouve quand même cette année qu'il y a moins de performances inquiétantes sur cette saison 2024. On n'a pas vu des gars de 36, 37, 38 ans exploser des jeunes de 20 ans au physique au bout de 4h30 de combat. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a observé cette année, donc il y a un petit côté rassurant dans cette logique-là. Nadal s'est complètement effondré physiquement en 2024. Djokovic, pareil, on l'a pas vu physiquement très fort sur les grands chelems. Donc il y a un déclin et une démotivation chez Novak qui me semble parfaitement logique, compréhensible et humaine. Nonobstant, on renforce la physicalité, on renforce les valeurs d'endurance et de récupération, et du coup on pose implicitement la question aux joueurs de l'amélioration des performances. Comment est-ce qu'on reste pertinent dans un contexte pareil où le physique et la récupération sont la donnée capitale? Pour moi, c'est un jeu dangereux, et c'est un jeu qui s'applique à d'autres sports. Le rugby,
le foot, le rugby, hein, on a vu l'explosion des physiques, de la brutalité, de la violence des impacts qui va se refléter aussi sur l'après-carrière, au niveau du cerveau. On a atteint au niveau du physique comme une sorte de plafond, de palier, et ça on peut le résumer par une expression, c'est la fuite en avant. Il faut toujours plus, il faut toujours mieux, il faut toujours plus de matchs, il faut toujours plus de performances physiques. On comprend pas quand les joueurs et les joueuses ont des creux, de la démotivation, c'est difficile pour eux. Non, on veut être éternellement diverti et on veut un niveau de divertissement toujours prime. Donc la responsabilité elle est aussi un peu du côté du public, finalement. De mon côté, je constate une vraie distance désormais par rapport au sport. Pas un cynisme, une distance. Sur ce que je vois, sur certaines perfs, alors pas trop cette année, je me répète, mais je regarde quand même, et au-delà du tennis, le cyclisme, le rugby, le foot, certaines perfs, avec un œil plus que circonspect. C'est l'heure du mot de la fin, et je vais commencer avec un grazie mille. Merci beaucoup d'être déjà là, encore sur cette fin de vidéo, mais plus largement d'être toujours là depuis toutes ces années sur Service Volé, de toujours être au soutien. C'est quelque chose qui est tellement important, et qui n'est pas acquis. Moi, quand je fais une vidéo, quand je publie une vidéo, j'ai toujours ce sentiment que je remets mon titre en jeu, qu'il faut de nouveau prouver, jour après jour, semaine après semaine. Donc c'est excitant, c'est un challenge, mais c'est aussi toujours sur un fil, quoi. Parce que, on revient à ce que je disais dans cette vidéo, une grosse erreur, ça peut peut-être passer, et encore, je pense que là, direct, tu te fais des ennemis. 2 erreurs, 3 erreurs, là, tu te fais black boulet, comme on dit. Mais ça va pas m'empêcher de continuer à essayer de vous challenger, de vous titiller sur la saison 2025. Ça fait partie de l'ADN de la chaîne de toute façon. D'essayer de dénicher des petites histoires, de vous révéler les stratégies tactiques, les méta en tennis, avec toujours les coins tactiques qui sont très importants pour la chaîne, même si c'est pas les trucs les plus faciles à faire vivre visuellement dans un monde qui est très impatient. Je vais essayer de continuer à m'améliorer à tous les niveaux, continuer à vous surprendre, essayer de m'ouvrir aussi davantage à d'autres choses, d'autres collaborations. Pour avoir ça, j'ai l'impression que ça fait 14 ans que je dis ça. Mais il y a une envie, il y a vraiment une envie, mais en fait on se fait prendre par le tourbillon du quotidien, des matchs à regarder qui représentent 90-95% de mon travail, et bah ouais, c'est toujours le temps en fait, le temps qui est la donnée la plus précieuse et qui te glisse entre les doigts. Tu te retrouves à la fin de l'année et tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé là cette année. C'est de plus en plus fou. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous accomplirez vos objectifs sur la saison 2025, l'année 2025 plus précisément, et que vous continuerez à kiffer, à regarder cette petite chaîne YouTube. A très vite, bisous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir activement Service Volé. Retrouve dans la description mon offre exceptionnelle pour profiter de leurs 3 gammes ultra complémentaires, parce que continuer à bien s'hydrater pendant l'hiver, c'est super important.